C'est assez incroyable de réaliser à quel point notre cerveau peut parfois se tromper en fait dans l'interprétation de ses propres signaux de détresse. Ah oui, c'est clair. En fait, imaginez la scène. C'est un peu comme si, en conduisant, le cerveau voyait s'allumer le voyant rouge, vous savez, le voyant problème moteur sur le tableau de bord. Oui, l'alerte rouge, quoi. Voilà, ce voyant qui représente le stress, la fatigue ou l'anxiété. Et là, le cerveau le confond totalement avec le voyant panne d'essence. C'est une excellente image, ça. Du coup, face à cette confusion, sa seule solution dans l'immédiat, c'est de mettre du carburant, de manger, quoi. Tout ça pour essayer d'éteindre une alarme qui est pourtant purement émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse approfondie d'un dossier clinique vraiment fascinant, rédigé par un docteur en pharmacie. Un dossier qui décortique de A à Z ce phénomène de l'alimentation émotionnelle. Tout à fait. Et on va se concentrer sur une population particulièrement touchée, selon ses recherches, les femmes entre 40 et 55 ans. Exactement. Et je dirais que notre grande mission avec cette discussion, c'est vraiment de déstigmatiser ce comportement. Il faut qu'on arrive à prouver, grâce à la science en fait, que se jeter sur une tablette de chocolat après une sale journée, c'est pas une faiblesse morale. Non, pas du tout. C'est de la neurobiologie pure et dure. Et ça, en tant que pharmacienne, c'est un truc que vous voyez souvent, j'imagine. Tous les jours, c'est vraiment le point de départ indispensable. Ce besoin de déstigmatisation, il est urgent, surtout quand on regarde la réalité épidémiologique qui est décrite dans le dossier. C'est-à-dire? Les chiffres sont si parlants que ça. Ah bah oui, l'alimentation émotionnelle, ça touche entre 50 et 65% des femmes en période de périménopause. C'est quand même bien plus de la moitié d'une génération, quoi. C'est énorme. Et la première étape pour désamorcer toute cette culpabilité, c'est d'expliquer la différence fondamentale, clinique, entre les deux types de faim. La vraie faim et la faim émotionnelle, donc. Voilà. En fait, la faim physique, elle est patiente. Elle apparaît très progressivement, le ventre gargouille, l'énergie baisse doucement, et surtout, elle est vraiment peu regardante. C'est-à-dire qu'une pomme ou des haricots verts feront très bien l'affaire, quoi. Exactement. Et une fois que le corps a eu son quota d'énergie, hop, le signal de satiété s'active et on s'arrête naturellement de manger. D'accord, donc ça c'est le besoin physiologique de base. Mais la faim émotionnelle, pour ceux qui la vivent, sur le moment, on a vraiment l'impression que c'est une urgence absolue, non? Mais totalement. Et c'est bien ça le piège. La faim émotionnelle, elle frappe d'un coup sec. C'est brutal. C'est pas une simple suggestion du corps, c'est un ordre. Ah ouais, un ordre militaire presque. C'est ça. Et elle n'accepte aucun compromis. Le cerveau va exiger spécifiquement du gras, du sucré ou des trucs ultra transformés. Pas de brocoli donc. Ah non, sûrement pas. Et le pire, c'est que le signal de satiété est complètement ignoré par le cerveau. Ce qui fait qu'on peut continuer à manger, même en ayant l'estomac plein à craquer. Ce qui amène forcément de la culpabilité derrière, j'imagine. La nature typique de cette faim, c'est que ça se termine inévitablement par une immense honte. Ce qui m'amène à me poser une question fondamentale. Si c'est pas juste un manque de volonté, qu'est-ce qui se passe vraiment sous le capot? Au niveau du cerveau, Oui, pourquoi d'un seul coup notre cerveau se met à hurler pour avoir un paquet de biscuits? eh bien, tout commence par le système d'alarme du corps. En fait, quand un stress important arrive, il y a ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui s'active massivement. Oula, attendez, stop. Cet axe avec un nom à rallonge, là, on dirait un sortilège dans Harry Potter. Ah oui, je vous l'accorde, le terme est un peu lourd. Concrètement, ça veut dire quoi pour notre corps? Pour faire simple, c'est la chaîne de commandement du stress dans le cerveau. Quand cette alarme sonne, elle va ordonner aux glandes surrénales, qui sont juste au-dessus de nos reins, de libérer du cortisol. La fameuse hormone du stress. Voilà, c'est l'hormone de survie. Sauf que ce pic de cortisol, il va littéralement pirater nos hormones digestives. Il les pirate. Oui, il va forcer la production de gréline, qui est l'hormone qui crie «j'ai faim», et en même temps, il va complètement écraser la leptine, l'hormone qui, elle, est censée dire «on a assez mangé». Donc, si je résume bien la situation, sous l'effet du stress, notre propre corps nous ment. Il fait croire à notre cerveau qu'on est affamé, même si on vient de sortir de table. C'est tout à fait ça. Le corps se prépare à affronter une menace. Donc logiquement, il réclame de l'énergie rapide et dense. D'accord. Et quand on cède, en mangeant du sucre ou du gras, on allume direct le circuit de la récompense. Le cerveau libère une grande vague de dopamine, notre hormone du plaisir, et des opioïdes endogènes. Des opioïdes. Mais c'est une véritable anesthésie de la douleur émotionnelle, en fait. Exactement. C'est un soulagement temporaire puissant. D'ailleurs, le dossier clinique du pharmacien, il insiste aussi beaucoup sur le rôle de la sérotonine. L'humeur joue à ce point-là dans cette équation.
Oh que oui. C'est un mécanisme d'automédication qui est vraiment fascinant. La sérotonine, en gros, c'est la pédale de frein de notre humeur. C'est ça qui nous apaise. Ok. Elle est fabriquée à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Mais le souci, c'est que ce tryptophane, il a beaucoup de mal à entrer dans le cerveau tout seul. Il reste bloqué à la porte. C'est ça. Mais quand on mange des glucides rapides, on provoque un pic d'insuline dans le sang. Et là, c'est magique parce que cette insuline va agir un peu comme un chasse-neige. Un chasse-neige, comment ça? Elle dégage le passage dans la circulation sanguine, ce qui permet au tryptophane de filer directement vers le cerveau et de créer, bam, une explosion artificielle de sérotonine. C'est un truc de fou. Donc, avaler des bonbons après une embrouille au travail, c'est littéralement s'administrer un traitement chimique d'urgence fabriqué maison. C'est exactement ça. C'est une adaptation neurochimique de survie. Mais attention, il y a un gros revers à cette médaille. Lequel? Un phénomène de tolérance. Si le stress devient chronique, le cerveau, pour se protéger de cette surstimulation constante, il va réduire le nombre de ses récepteurs à la dopamine. Ce que le dossier appelle la downregulation. C'est ça? Voilà. Résultat, pour obtenir exactement la même sensation d'apaisement qu'avant, il va falloir manger des quantités toujours plus grandes d'aliments réconfortants. Ah ouais, on bascule vraiment dans des mécanismes très similaires à ceux d'une addiction, quoi. Complètement. Mais alors, si ce circuit de récompense et de stress, c'est un héritage humain commun, pourquoi le dossier cible-t-il si spécifiquement les femmes entre 40 et 55 ans? Qu'est-ce qui rend cette période si particulière? Eh bien, c'est à cause de la tempête neurobiologique de la périménopause. Jusque-là, en fait, les hormones féminines jouent un rôle de bouclier pour le cerveau. Un bouclier qui commence à se fissurer, j'imagine. Exactement. Les oestrogènes, par exemple, commencent à chuter et de manière très fluctuante. Or, ces oestrogènes sont absolument indispensables pour moduler l'action de la sérotonine. Donc si les oestrogènes font le yo-yo, La sérotonine fait le yo-yo aussi, l'humeur devient hyper instable, on observe souvent des syndromes dépressifs légers, et le cerveau, il cherche désespérément à compenser cette baisse en réclamant du sucre. et est-ce que ce sont les seules hormones concernées? Parce qu'il me semblait que tout le système était un peu chamboulé. Loin de là, oui. La progestérone, qui est vraiment notre hormone calmante par excellence, elle s'effondre souvent avant même les oestrogènes. Ce qui génère de l'anxiété, j'imagine. De l'anxiété de fond, oui, et surtout de sévères troubles du sommeil. Et à cela, il faut rajouter le fait que l'organisme développe naturellement une résistance croissante à l'insuline à cet âge. Ah oui, et donc des chutes brutales de glycémie. Voilà, et boum, des envies irrépressibles de manger. D'ailleurs, en parlant de sommeil, l'auteur du dossier décrit un phénomène clinique assez surprenant. Le syndrome de la fin de minuit. Ah, le night eating syndrome, oui, c'est très documenté. Les réveils nocturnes explosent pendant la périménopause, souvent déclenchés par les bouffées de chaleur, ou justement la baisse de progestérone. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces réveils nocturnes? Ce qui est très clinique, c'est que ça s'accompagne de compulsions alimentaires au beau milieu de la nuit. Et très souvent, les gens ne font pas du tout le lien avec l'alimentation émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas de stress immédiat la nuit. C'est ça. Ça se produit dans le calme nocturne, loin des urgences de la journée. Donc on ne comprend pas pourquoi on a cette faim soudaine. C'est quand même terrifiant quand on y pense. C'est comme conduire une voiture et soudain, la boîte de vitesse se met à changer de rapport toute seule en pleine nuit. C'est tout à fait ça. Le corps est complètement privé de ses repères hormonaux habituels. Et donc, il se lance dans une espèce de quête de survie dans les placards de la cuisine pour trouver du réconfort. L'image de la voiture est vraiment juste. En fait, le cerveau tente juste de reprendre le contrôle d'une mécanique qui s'emballe complètement. Mais là où notre analyse prend un virage vraiment inattendu, c'est que le cerveau et les hormones ne sont pas les seuls capitaines à bord. Ah, ça. Les sources du dossier révèlent qu'il y a un autre organe qui tire les ficelles en coulisses, nos intestins. Le fameux deuxième cerveau, oui, c'est fascinant. Le système nerveux entérique tapisse tout notre tube digestif avec à peu près 500 millions de neurones. 500 millions, rien que ça. Oui, et il discute en permanence avec le cerveau situé dans notre crâne via une autoroute nerveuse très connue qu'on appelle le nerf vague. D'accord. Et la donnée majeure à retenir ici, c'est que 80% de la communication sur ce nerf vague circule de bas en haut. De bas en haut. Donc c'est l'intestin qui donne des ordres au cerveau. Exactement. L'intestin informe le cerveau bien plus que l'inverse. Attendez, si le ventre donne des ordres à la tête et que la sérotonine est impliquée là-dedans, est-ce que ça veut dire que notre flore intestinale influence directement nos envies de sucre? Totalement. Des études récentes montrent vraiment une corrélation directe. Plus le microbiote d'une personne est appauvri ou déséquilibré, plus ses scores d'alimentation émotionnelle explosent. Mais c'est dingue. En fait, nos bactéries intestinales sont de véritables petites usines pharmaceutiques. Elles fabriquent par exemple du GABA.
Le GABA, c'est quoi exactement? C'est l'anti-anxiété naturelle de l'organisme. Et elles influencent aussi massivement la production de la sérotonine. D'ailleurs, 95% de notre sérotonine est produite dans l'intestin. Ce qui met en lumière en fait une tragédie absolue dans nos comportements modernes. Comment ça? Quand on traverse une crise émotionnelle et qu'on se gave de produits ultra transformés, on est littéralement en train de détruire les bactéries spécifiques qui sont censées produire nos molécules apaisantes. C'est tout à fait ça. C'est comme si on licenciait les ouvriers qui sont chargés de réparer notre usine à sérénité, quoi. On se condamne à aller de plus en plus mal. C'est un cercle vicieux vraiment redoutable. Et en plus, ce déséquilibre de la flore, la dysbiose, rend la paroi de l'intestin super perméable. Ce qui laisse passer des mauvaises choses. Voilà. Voilà, des toxines passent dans le sang, atteignent le cerveau et créent une neuroinflammation. Ça détériore encore plus l'humeur. Et pour soigner cette mauvaise humeur, le cerveau réclame à nouveau du sucre industriel. D'accord, donc biologiquement parlant, c'est un véritable champ de bataille à l'intérieur, entre le cortisol, l'insuline, les bactéries, les oestrogènes. Un chaos intérieur, oui. Mais concrètement, dans la vraie vie, comment ce chaos se traduit-il au quotidien? Le dossier clinique ne parle pas d'un profil unique de mangeuse émotionnelle, si j'ai bien lu. Il montre que nos déclencheurs dictent nos comportements de manière très précise. Oui, le pharmacien a catégorisé plusieurs profils pour vraiment aider au diagnostic. Le premier, et le plus courant, c'est le profil lié au stress de performance, la fameuse charge mentale. Et ça ressemble à quoi en pratique? La personne mange sur pilote automatique, souvent le midi ou le soir en rentrant, debout dans la cuisine, sans même s'en rendre compte. Elle cherche des chocs sensoriels rapides. Des trucs très salés ou très sucrés, quoi. C'est ça, des stimulants pour obtenir un pic de dopamine et réussir à tenir le coup. Ok. Et qu'en est-il si on n'est pas particulièrement stressé, mais qu'on se retrouve juste coincé dans une routine un peu vide? Le fameux grignouvage du dimanche après-midi devant la télé, par exemple. Ah, ça c'est une autre dynamique. C'est l'alimentation liée à l'ennui ou au vide émotionnel. Ici, on ne cherche pas nécessairement un goût intense. On cherche quoi alors? On cherche une occupation mécanique. Le simple fait d'entendre le bruit de la mastication, de s'occuper les mains et la bouche, ça agit comme une distraction pour le cerveau face à une sous-stimulation. C'est fou. Il y a aussi un autre comportement que j'observe très souvent autour de moi, c'est l'orgie du week-end. Le gros repas où on se dit «je l'ai bien mérité» après la semaine que j'ai passée. Oui, alors ça, c'est ce que le dossier appelle l'alimentation de récompense. Et en général, ça masque une restriction cognitive très sévère en amont. C'est-à-dire que la personne s'est privée toute la semaine. Exactement. Les patientes s'imposent des règles diététiques super strictes, du lundi au vendredi. La tension psychologique monte, et le week-end, la digue cède. L'aliment festif devient l'unique moyen de décompresser, en fait. Voilà, et ça crée un effet yo-yo épuisant entre la privation extrême et l'excès compensatoire. Et face à des émotions beaucoup plus lourdes, par exemple un deuil, un sentiment d'abandon ou une tristesse très profonde, le corps réagit différemment. Oui, là, on entre dans la recherche de la comfort food, la nourriture doudou. On va se tourner instinctivement vers les aliments de l'enfance. Le grand bol de chocolat chaud, la purée mousseline, le pain beurré. D'accord, là on ne cherche pas l'énergie rapide. Non, on cherche une texture douce, une chaleur mémorielle. C'est vraiment une tentative de maternage intérieur à travers la nourriture. C'est hyper touchant quand on le voit sous cet angle. Mais il y a un dernier profil mentionné dans le dossier, et je dois dire qu'il m'a énormément intrigué parce qu'il est très contre-intuitif. Ah, je vois duquel vous voulez parler. C'est quand l'émotion dominante n'est ni la tristesse, ni le stress, mais vraiment la colère ou la frustration. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, face à un non-dit ou une injustice qu'on ne peut pas verbaliser, l'énergie de la colère doit s'évacuer d'une manière ou d'une autre. Et ces personnes vont chercher des aliments qui offrent une forte résistance mécanique. Des trucs durs sous la dent. C'est ça, des crackers très durs, des grosses carottes crues, de la viande bien épaisse. L'acte de mordre, de déchiqueter, de broyer avec force, ça permet à la mâchoire de faire le travail d'expression que la voix n'a pas pu faire. C'est quand même incroyable de voir que la mâchoire remplace les mots, quoi. C'est la biologie qui trouve une porte de sortie. Mais du coup, face à toute cette diversité de profils, comment on fait pour savoir lequel nous correspond?
On peut pas juste deviner. L'outil clinique de première ligne, en fait, c'est pas une prise de sang compliquée. C'est le journal alimentaire émotionnel. Un petit carnet, tout simplement. Où c'est le plus important d'évaluer sa faim physique sur une échelle de 0 à 10 juste avant de manger. Pour voir si le corps avait vraiment besoin d'énergie ou non. Exactement. Ensuite, on consigne l'émotion dominante de l'instant et comment on se sent physiquement et mentalement après coup. C'est vraiment un travail de détective sur son propre fonctionnement intérieur. Alors justement, une fois qu'on a joué les détectives, qu'on a repéré par exemple qu'on craque sur des chips à cause du stress au boulot, ou sur du chocolat parce qu'on manque de sommeil, comment on fait pour reprendre le contrôle? Eh bien, Le pharmacien propose tout un protocole intégratif dans ses notes, et j'imagine que l'idée n'est surtout pas de se mettre au régime strict. oh là là, surtout pas de régime. Ça ne ferait qu'aggraver le profil de restriction dont on parlait. L'approche clinique, elle vise d'abord à stabiliser la base de la physiologie. C'est-à-dire, L'axe numéro 1, c'est la glycémie. Si le taux de sucre fait le yo-yo toute la journée, les émotions vont faire pareil. logique. Et on stabilise ça comment? Le protocole recommande d'inclure 20 à 30 grammes de protéines à chaque repas, et ce, dès le matin. Plus des oméga 3. Les protéines dès le matin? Ah oui, pourquoi? Parce que les protéines ralentissent la digestion. Elles lissent la courbe de sucre dans le sang et surtout, elles envoient un signal de satiété durable au cerveau. D'accord, donc on commence vraiment par couler des fondations solides avec les protéines. Ensuite, j'imagine qu'il faut s'occuper de ce fameux système d'alarme nerveuse qui tourne à plein régime. L'axe numéro 2, oui, le système nerveux. Il faut absolument abaisser le cortisol et nourrir les neurotransmetteurs. Pour ça, on utilise d'abord le magnésium, N'importe quel magnésium, hein? plutôt sous forme de bisglycinate pour une très bonne assimilation par le corps. C'est le minéral qui s'épuise le plus vite en cas de stress. Et ensuite, le pharmacien recommande des plantes adaptogènes comme la rhodiola ou l'ashwagandha. Alors, comment ça marche, l'ashwagandha, très concrètement? C'est une plante qui a la capacité fascinante de moduler l'axe du stress dont nous parlions au tout début. Elle va chimiquement freiner la production excessive de cortisol, particulièrement le soir. Ce qui aide pour le syndrome de la faim de minuit, j'imagine? Exactement, ça permet de retrouver un sommeil profond et d'éviter ces fameux réveils liés à la faim. Le dossier mentionne aussi un acide aminé bien spécifique, le 5-HTP. Extrait de la plante Griffonia, c'est ça? Oui, c'est le précurseur direct pour fabriquer de la sérotonine. Mais attention, parce que là, je me souviens qu'il y a un avertissement en lettres majuscules dans le dossier concernant ce fameux 5-HTP. Oui, c'est absolument crucial d'en parler. Le 5-HTP est extrêmement efficace, mais il est formellement contre-indiqué si la personne prend déjà des antidépresseurs de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Les fameux ISRS. Que se passe-t-il si on mélange les deux? Prendre les deux en même temps risquerait de provoquer un syndrome sérotoninergique, c'est-à-dire une accumulation vraiment toxique de sérotonine dans le cerveau. Donc toute supplémentation de ce type exige l'accompagnement d'un professionnel de santé. Toujours. Message de prudence, bien reçu. C'est très important. Bon, et pour l'axe numéro 3, pour nos ouvriers du ventre, là, comment on répare les dégâts causés par le sucre et le stress? L'axe microbiote. Le protocole utilise la L-glutamine. C'est un acide aminé qui agit vraiment comme un ciment pour réparer la paroi poreuse de l'intestin et ça stoppe la neuroinflammation. On rebouche les trous, quoi. Voilà. Et ensuite, on réintroduit des souches probiotiques très spécifiques qu'on appelle des psychobiotiques. Elles ont été sélectionnées en laboratoire pour leur capacité avérée à relancer la production intestinale de neurotransmetteurs apaisants. D'accord. Donc là, physiologiquement, on est bien. On a la glycémie stable, les nerfs apaisés avec les plantes et l'intestin réparé. Mais il reste l'axe numéro 4, le comportement au moment T, quand la pulsion arrive de nulle part. Oui, l'instant fatidique. Le dossier propose une technique comportementale qui s'appelle la méthode STOP. Les lettres signifient Stop, Take a Breath, Observe, Proceed. En gros, s'arrêter, respirer, observer, puis agir. Comment une simple minute de pause peut contrer une pulsion biologique aussi féroce? En fait, c'est de la neurologie fonctionnelle. Quand la pulsion frappe, c'est l'amygdale qui est aux commandes. C'est le centre de la peur et de la survie. Le cerveau reptilien qui panique. C'est ça. Mais en s'imposant 60 secondes de pause pour respirer profondément et juste observer ce qu'on ressent physiquement, on force le sang et l'oxygène à remonter vers le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est le patron de la logique. Exactement. C'est la zone de la logique et de la prise de décision. Cette petite minute de pause permet littéralement de changer le pilote dans le cerveau. Franchement, j'adore cette approche.
En fait, ce protocole entier, c'est exactement comme construire une maison pour se mettre à l'abri de la tempête. Belle métaphore, oui. Les fondations de la maison, c'est la glycémie stabilisée par les protéines le matin. Ensuite, les murs porteurs, ce sont le système nerveux et le microbiote qu'on renforce avec les plantes et les acides aminés. Et puis le toit qui nous protège au moment précis où la pluie émotionnelle se met à tomber, c'est cette méthode STOP qui ramène un peu de conscience. C'est une excellente synthèse visuelle du protocole, vraiment. Et en conclusion, je dirais que l'auteur du dossier clinique insiste sur une réalité thérapeutique importante. Laquelle? On ne guérit pas de l'alimentation émotionnelle du jour au lendemain, comme on guérirait d'un rhume avec un sirop. L'objectif d'une prise en charge globale sur 3 à 6 mois, c'est d'abord de diminuer la fréquence des crises et leur intensité. De retrouver une certaine sérénité. Oui, et la véritable victoire, au-delà de la biologie, c'est vraiment de réussir à remplacer ce mécanisme toxique de la culpabilité par une curiosité bienveillante envers son propre métabolisme. Remplacer la culpabilité par la curiosité, c'est un changement de paradigme vraiment puissant. Et ça nous amène d'ailleurs à clôturer cette analyse en soumettant, pour ceux qui nous écoutent, une petite réflexion inédite à emporter avec soi. Je vous écoute. Et si, au lieu de percevoir ces fringales incontrôlables comme une défaite personnelle ou, je sais pas, un manque de discipline, on commençait à les considérer comme le langage le plus brut, le plus honnête de notre organisme? C'est une belle façon de voir les choses. Si une envie féroce de croquer dans des trucs très durs, par exemple, n'était pas un écart de conduite, mais simplement le corps qui murmure qu'une colère n'a pas pu être verbalisée au cours de la journée. Tout à fait. La prochaine fois que l'appel d'un aliment réconfortant se fait sentir dans la cuisine, la véritable question à se poser, avec beaucoup de douceur envers soi-même, c'est peut-être celle-ci. Quelle est la conversation intime que notre corps essaye désespérément d'engager avec nous?